C'est là le seul problème que nous avons avec le président. C'est-à-dire qu'il a décidé de diriger avec les hommes de son temps, qui l'ont déçu, et lui, il a fait des constats. C'est lui qui les a appelés, je finis, des bandits à col blanc. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le peuple est désormais conscient. On ne peut pas aller outre pour 2025. Vous savez que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Il y a un sous-entendu dans ma question. Oui, j'ai compris le sous-entendu. Je vous ai même dit, je vous ai donné la réponse dès le départ. Ce peuple, s'il va aller voter massivement, il va défendre son vote, même par la violence. L'a-t-il déjà fait avant? Pourquoi le fera-t-il après? Non, il le fera. J'ai dit même par la violence. Et quand j'ai dit même par la violence, je vous ai déjà tout dit. Je n'ai pas besoin d'aller plus que ça. Est-ce qu'on peut être plus violent que ce gouvernement? Non, non, laissez ça. Et le gouvernement n'est pas violent. Le gouvernement utilisait plutôt l'armée et la police pour violenter. Vous comprenez? Mais le peuple, il va l'avoir même par la violence. Quoi vous faites si rien n'est fait par le président pour décanter la situation avant les élections. Vous faites un appel à la révolte ici, non? Non, c'est pas un appel. Je vous dis ce que je vois sur le terrain. Moi, je vous ai dit, tout mon temps, je le consacre à l'écoute et à l'observation du peuple. Et que vous dites ces jeunes-là en ce moment? Justement, les jeunes attendent que ça change. Les jeunes veulent que le président leur prouve qu'il n'est pas complice de ces gens-là, à travers des sanctions, à travers un remaniement profond. Vous savez que la jeunesse attend au moins que le président évacue cette classe politique pour au moins 80%. Les 20 autres pourcents, nous pourrons achever, monsieur Dipita. Vous comprenez? Or, s'il s'en va et qu'il laisse l'establishment à l'état actuel, ce sera difficile. Même si vous prenez n'importe qui, vous mettez à la place de Paul Biya demain, avec ces mêmes gens, il ne peut pas travailler. Parce que les mentalités sont les mêmes. Leur solidarité est solide. C'est-à-dire, parmi eux, ils se comprennent. Ils sont d'une solidarité à toute épreuve. Donc, prenez n'importe qui, vous mettez à la tête de l'État. Si au moins ça n'a pas été aéré par un remaniement, c'est-à-dire en envoyant certains au quartier, en envoyant certains dans les geôles, ceux dont les dossiers sont connus, cela ne peut pas marcher. Vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas d'un problème de Paul Biya en tant qu'individu, il s'agit d'un problème de volonté politique, de complicité politique. Donc tant qu'il ne prend pas l'acte de sanctionner par un remaniement et par la discipline, en châtillant les corrompus, c'est-à-dire les criminels économiques, on le met dans le même sac. On le met dans le même sac que ses collaborateurs. Donc c'est cela qu'il faut actuellement, c'est ce que la jeunesse attend. Parce que la jeunesse ne peut pas prendre en main un pays qui est embrigadé par ces gens-là. C'est lui qui a créé ces créatures, il doit en tuer d'abord un bon nombre et laisser le pays au reste. Est-ce qu'il empêche de sanctionner ou de les empêcher de poursuivre les dérives que vous décriez par ailleurs? Non, je voudrais bien comprendre la question. Je veux dire que vous dites que c'est lui qui doit les arrêter. Oui. Qu'est-ce qui les empêche? Mais on a parlé de ça depuis dès le début. Son âge, il est déjà exténué. Mais il a une peur. Vous savez, il a un certain âge. Il a besoin de garanties. Le président a besoin des garanties. Et moi, je dis toujours aux jeunes, vous voulez le pouvoir, donnez des garanties à Paul Biya. Vous savez, j'ai une façon de faire la politique, je sais que les gens ne l'aiment pas, mais j'ai une façon très traditionnaliste et coutumière de faire la politique. Parce que je dis, on n'est pas en France ici. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Norvège, où on pense que quand vous dites qu'on n'est pas dans une démocratie aboutie. Non, ce n'est pas cela. On n'est pas dans une affaire où vous pensez que, comme on est entré en politique, on se confond tous, monsieur Dipita. Nous sommes en Afrique, nous connaissons les valeurs africaines. L'âge a toujours son poids en Afrique. Les valeurs africaines sont-elles antidémocratiques? Je dis bien, l'âge a son poids en Afrique. Un monsieur qui a 92 ans a besoin d'être respecté, a droit au respect. Ce n'est pas parce que j'ai créé mon parti et que Biya a créé son propre parti, il a la tête d'un parti, que je vais lui manquer de respect. Vous comprenez? Même au niveau des électeurs, il y a une certaine génération qui ne voterait jamais pour moi. Si je méprise quelqu'un de la génération, vous comprenez ce que je dis? Donc nous sommes inscrits dans cette logique-là. Vous, président de la République, quelles sont les garanties que vous donnerez au La première garantie, c'est de dire à Paul Biya qu'effectivement, nous protégerons son héritage, le peu qu'il a eu à faire. C'est la première chose. Parce que je dis toujours, en politique, on n'est pas entièrement blanc, on n'est pas entièrement noir. Vous aussi? Bien sûr, je suis un être humain. Nul n'est parfait, monsieur Dipita, ok? Et puis, pendant 42 ans, est-ce que ce n'est que 42 ans de noir? Est-ce que ce n'est que 42 ans de négativité? Vous comprenez? Il y a quand même des choses positives qu'il a eu à poser, n'est-ce pas? Alors, on protégera cela, vous comprenez? Mais on fera aussi quand même quelque chose. On fera aussi quand même quelque chose pour lui, monsieur Dipita. C'est de lui montrer en fait que nous méritons sa confiance.
Parce qu'il faut mériter sa confiance en continuant le travail, en continuant l'œuvre. J'ai toujours l'habitude de le dire, et les aînés n'aiment pas me l'entendre dire. Aujourd'hui, quand même, il a réussi à faire quelque chose que beaucoup de présidents ont convoité, mais qu'ils ont brutalement fait et ils ont pris à travers la figure. C'est quoi? C'est d'aller couper, par exemple, le lien avec la France. Allez-y. Voilà la loi de finances qui est arrivée. Oui. Cette loi de finances est préparée par un monsieur qui a entourloupé, enfumé le président depuis 2009. Qu'il a été, 2007 même, qu'il a été nommé comme ministre de l'économie. Oui. Comme ministre de l'économie. C'est lui qui a conçu les histoires de DSE, il disait qu'il remplace par le BSRP, il a engagé le programme de grandes... Vraiment, le programme de grandes réalisations de 2011, où on vous a dit les usines, le président s'est endetté à n'en plus finir. Au fini, c'est parce que nous avons tenu le thème la semaine dernière. C'est-à-dire, le président s'est endetté pendant cette période-là en se disant, il donne les moyens de production au Cameroun et aux Camerounais. Pourquoi on peut justifier l'impôt d'aujourd'hui? Parce que si on avait créé tout ce que le monsieur avait proposé, dans le DCE et tout ce que Vision 2020, 2030, Émergence 2035, le président voulant vraiment partir en laissant un héritage, il va en fumer. Et c'est lui qui a traîné. Regardez très bien comment il a traîné. Du Minepac, on lui a dit, va au minimum à la primature, comme secrétaire général de FCB, Premier ministre. Vous coordonnez dans votre DSE là pour qu'il soit vraiment appliqué. Résultat, il a dit, il revenait encore au Minepac. Il a fait le Minepac, il a amené son ami. Il est maintenant au Minfi avec un autre de ses amis et il a bloqué le Minepac. Je vous ai dit l'histoire. Non, je suis dans le thème et je sors rapidement, je dis que c'est là tout le complot. Ils savent qu'ils ne peuvent plus rien du tout aujourd'hui faire pour le Cameroun. Il faut absolument qu'ils éjectent celui qui les nomme depuis parce que s'il reste là, ce n'est pas bon pour leurs affaires. Et nous, maintenant, la jeunesse, nous tenons à ça que cela n'arrive jamais. Nous devons aller aux élections. Lorsqu'on interroge l'opposition, même le diable peut venir pourvu que ce ne soit pas Paul Biya et ses amis. Nous vous prions de laisser la jeunesse s'exprimer en 2025 comme elle doit s'exprimer parce qu'elle est la voix non seulement d'elle-même, de l'avenir, mais surtout la voix du peuple et surtout de nos parents qui ont été floués pendant 43 ans par des promesses qui n'ont jamais été réalisées. On vient construire un hôtel dans votre village et on vous dit de rédiger une motion de soutien ou une lettre de remerciement au président de la République comme si il avait construit l'hôpital avec l'argent de ses poches. Les chefs traditionnels vivent dans la permanente. On peut vous retirer votre homologation à tout moment. Le Lamido de Rebouba, c'est un chef d'État à Rebouba. Je dis toujours que Biya était plus violent qu'Aïdjo. C'est quand il partira que vous entendrez des choses. Il était plus violent qu'Aïdjo, mais intelligemment violent. Il y a une conscience de la chefferie que les populations ont désormais. C'est-à-dire la conscience d'une chefferie inféodée par le pouvoir politique. Voilà le chef qui est dans le sud. La route Bolova à Komde, Kribi. Voilà une route qui traîne depuis plus d'une dizaine d'années chez vous dans le sud. Monsieur Oyan, professeur Oyan. Ben alors, est-ce que moi j'ai pas entendu la voix d'un chef dans cette affaire de route qui traîne? Ça dit que nous voulons chasser les corrompus, les criminels économiques. Les chefs sont maintenant ceux qui encouragent le pouvoir politique à voler. C'est là le problème. Mais je dis, la population sait qui sont ces chefs. Beaucoup travaillent pour leur vente, ce n'est pas le cas du chef, ici sur notre plateau. Vous connaissez aussi l'épisode de Biloifa, le chef de Messa. Oui, le chef de Messa. Parce qu'il a pris sur lui, dire, je milite pour le changement. Le Biloifa dit MRC. Et le MINAC, justement, qui allait leur faire signer une motion de soutien au président de la République, a dit, je vous démets de votre chefferie. Il lui a dit, la chefferie ne vient pas de l'État, ni du politique. Je suis chef traditionnel, de par la culture, de par l'être. Il est toujours chef jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? C'est donc dit pour dire que nos chefs manquent de sursaut d'orgueil. Ils manquent de sursaut d'orgueil. Parce que quand les chefferies jouent le jeu du pouvoir en place, le pouvoir dort sur ses pieds. Quand les chefferies, les chefs acceptent les pourboires du pouvoir en place, ils laissent pas jouer le jeu et mettent leur peuple en esclavage. Je vous explique. Ce n'est pas du tribalisme. Moi, je suis désolé. Ce n'est pas du tribalisme qui se fait dans la base. Ce n'est pas du tribalisme. Quand vous regardez l'histoire du Cameroun, Lomba Mileke est un monsieur qui a été exclu d'abord par le colon, exclu par le pouvoir postcolonial au Cameroun des affaires de l'État. Je vous épargne tout le reste. La guerre dans le maquis et tout ça, c'était en pays Bassa et en pays Bamileke principalement. Et le colon avait fiché Lomba Mileke en disant c'est un frondeur. En d'autres termes pour le colon, c'est que Lomba Mileke était resté parmi les populations camerounaises l'homme à la conscience la plus éveillée sur le nationalisme, sur la nécessité de sauvegarder et de préserver le pays pour les nationaux.
pendant que d'autres peuples s'adoucissaient, s'allongeaient, s'aplatissaient devant le colon. Donc il a été fiché, il a été exclu. Donc ceux qui ont pris le pouvoir après 60 ont exactement agi comme le colon. Aïdjo et tout, on a vu. Pays Bamoun, on a vu, pays Madjé, tout ça. Donc je crois donc, pas que je crois, quand vous regardez dans l'évolution, nos parents qui sont nés dans les années 40, 50, 60, c'est eux qui ont mis au monde ces enfants qui sont dans la basse. Donc ils les ont fait grandir dans cet esprit de l'homme américain est un exclu des affaires de l'État. Et comme l'homme américain était un exclu de l'affaire de l'État, regardez la fin d'Ogmo. D'Ogmo, monseigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble ses frères pour leur dire, comme le blanc nous a exclus, comme ceux qui sont au pouvoir sont aussi des affiliés de ces blancs-là qui nous ont exclus, alors qu'on s'en fait administrateurs, de parfaits agents du pouvoir, ainsi de suite, ils sont entrés dans l'économie, ils sont entrés dans le commerce. D'ailleurs, Aïdjo leur fait une part belle avec Kodok dans la fin des années 60, c'est-à-dire en créant des capitaines économiques parmi nos frères de l'Ouest. Les Forts sont ainsi de suite sont nés, vous comprenez. Sauf que, quand ils ont mis au monde ces enfants qui sont dans la base, ils ne leur ont pas dit que, en fait, leur repli identitaire n'était pas dû au fait de l'exclusion des autres populations, n'était pas en fait de tribalisme. Ils ne leur ont pas dit. Ils ne leur ont pas dit qu'en fait, ils se sont repliés parce qu'en fait, ce n'est la seule voie qui s'offrait à eux pour rester vivants, pour rester utiles à leur pays, c'est-à-dire le commerce et l'économie. Vous comprenez? Oui. Les enfants ont plutôt compris cela comme étant du tribalisme, le fait qu'en grandissant, ils se rendent compte que l'homme américain continue à être exclu de certaines affaires, il continue à être mis à part, vous comprenez? Ça fait qu'au niveau politique, donc les politiques ont utilisé ce fragment-là, ont utilisé ce pertuis, cette ouverture-là, pour en fait faire du climat, faire un marché politique dans ce ressentiment. Ça fait aujourd'hui que les enfants pensent qu'en fait l'homme américain est tribalisé par les autres. Et ici, se disent qu'ils vont répondre au tribalisme par le petit tribalisme. Or que non, c'est plutôt une exclusion historique, stratégique du blanc qui a été reprise par les postes coloniaux qui nous dirigent jusqu'à ce jour et qui a été considérée peut-être malhonnêtement, peut-être intentionnellement par les parents en leur disant c'est du tribalisme alors que ça n'en était pas un. Donc ce n'est pas ça du tribalisme, madame. Il faut plutôt rappeler à ces enfants que ce qu'ils font, pour moi... Vous avez analysé cette situation que l'on a vécue